Bonjour. Alors, souvent, je regrette qu'il n'y ait pas plus de débats télévisés de fond, où on a vraiment le temps d'approfondir sans se disputer toujours des sujets, en l'occurrence bruxellois, puisque je m'occupe surtout de Bruxelles. Et donc, j'ai décidé de le faire moi-même, en réalité, de m'enregistrer et puis de diffuser avec vous toute une série, je dirais, d'analyses que je vais pouvoir faire sur des sujets d'actualité que j'estime importants à Bruxelles et parfois en dehors aussi de Bruxelles. Et le premier dont je voulais vous parler, et ça permet aussi de faire un tout petit peu de pédagogie, parce que souvent on n'explique pas en fait en détail exactement de quoi il retourne, et je comprends bien, chacun son métier, c'est vous parler d'un nouveau good, c'est le good living. Alors c'est quoi le good living? Concrètement, pour le moment, vous avez un secrétaire d'État à l'urbanisme, un ministre à l'urbanisme à Bruxelles, qui a voulu développer un plan qui devrait vous permettre, à vous, si vous voulez réaménager votre maison, construire, rénover, d'avoir une série de guidelines qui expliquent si oui ou non vous pouvez le faire et si oui ou non vous allez obtenir un permis. C'est aussi un plan qui doit permettre aux communes, aux villes, si elles veulent réaménager une place, une rue, de leur dire voilà, si vous voulez, vous devez le faire de telle ou telle manière, mais alors derrière ça, vous devez appliquer tel ou tel élément. Ça, c'est, je dirais, l'idée de base du plan dit good living. On peut se dire c'est une bonne chose parce que c'est ce dont Bruxelles a besoin au minimum pour deux raisons. Et puis après, je vous expliquerai ce qu'il y a réellement dans good living. La première raison, c'est que vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être vécu à votre dépens, mais les permis d'urbanisme, les différents permis qui vous sont octroyés ou pas à Bruxelles prennent 3 fois plus de temps que si vous habitiez en Wallonie ou en Flandre. La conséquence directe est estimée par certaines études à plus ou moins 25 000 emplois en moins, puisque c'est moins de personnes qui travaillent pour rénover ou construire, et c'est plusieurs dizaines, voire centaines de millions de recettes fiscales en moins pour la région, qui a bien besoin de sous, croyez-moi, et on en reparlera plus tard, parce que pas de permis, pas de construction, du coup pas d'activité économique. Et donc, on se dit, avec un plan tel que Good Living, ça c'est un premier point qui va certainement trouver une réponse. Le deuxième, c'est que vous le savez, vous êtes certainement de nombreux jeunes à peut-être m'écouter. Vous avez peut-être manifesté il y a quelques années pour sauver notre planète. On sait que c'est un élément crucial pour notre génération. Et à Bruxelles, un des éléments les plus polluants qui émet le plus, ce sont nos bâtiments, justement. On dit qu'il y a un vieux bâti à Bruxelles. La plupart des maisons datent d'il y a plus de 50, 60, 70 ans. Et du coup, quand vous allumez votre chauffage, vous polluez beaucoup plus. Et donc, il faut pouvoir rénover, isoler davantage pour moins consommer, moins polluer. Donc, on se dit, Good Living va aussi répondre à ça. Alors, je vais tout de suite, malheureusement, vous décevoir. Sur le deuxième volet, ici, celui sur l'écologie, ça y répond pas du tout, parce qu'en fait, en réalité, dans le texte, vous avez retrouvé une série d'objectifs. Non, mais voilà, pour bien faire, il faudrait que l'on ait un espace plus aéré, plus ouvert, plus vert, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas vous citer exactement les articles, mais ce qu'on comprend, c'est que vous avez des grands objectifs. Sauf que quand vous êtes fonctionnaire, quand vous êtes échevin et que vous devez ou pas octroyer ce permis, vous avez besoin de règles très claires qui vous disent, voilà, si vous remplissez telle ou telle condition, ok, vous avez le permis. Ici, c'est juste des grands objectifs. Quel est le danger? Un, on ne répondra pas à l'urgence climatique, mais deux aussi, très rapidement, si vous n'obtenez pas votre permis, par exemple, vous pourrez faire un recours, et donc ça va durer encore plus longtemps, mais surtout si vous en obtenez un, mais que votre voisin n'est pas d'accord, il peut aussi faire un recours. Et comme tout est basé sur des objectifs et pas des règles claires, ça va du coup être encore plus long, et les 3 fois plus de temps dont je vous parlais tout à l'heure risquent de devenir 6 fois plus de temps, et donc encore moins d'emplois, et encore moins, je dirais, de rentrée fiscale pour la région. Et donc, directement, là, je viens d'expliquer en quoi le premier objectif de cette grande réforme n'est pas répondu, on n'a pas de réponse à cet objectif-là, puisque vu qu'on ne va pas raccourcir les délais, on ne créera pas plus d'emplois, on ne créera pas plus d'activité économique. Derrière ça, il y a aussi toute une série de choses un petit peu insidieuses, ou par exemple, si vous êtes une commune et que vous voulez refaire une artère, une grande rue, ou que vous voulez refaire une place, il y a bien entendu des grands objectifs qui doivent être atteints, mais derrière ça, il y a aussi une volonté classique de supprimer encore plus de parcs de parking, de parcs de stationnement. On sait que c'est un grand objectif de ce gouvernement-ci, c'est qu'il y ait de moins en moins de parking. Alors, moi, je vous le dis très clairement, que Bruxelles soit une ville où il y a moins d'embouteillages, où il y a moins de voitures, où il y a moins de pollution, moi, je suis d'accord. Moi, c'est ce que je veux. Bruxelles est une des villes les plus congestionnées au monde. Je pense que tout le monde voudrait bien qu'il y ait moins de voitures et qu'on puisse se déplacer plus facilement. Mais le problème, c'est que si vous voulez arriver à ça, vous devez faire comme des grandes autres villes, des autres grandes villes ont fait. Elles y ont mis du talent et de la méthode. Elles ont pu faire ça correctement. En déployant des transports en commun
efficace et plus de transports en commun. À Bruxelles, vous savez, on a très très peu de transports en commun en plus au cours des 20 dernières années en termes de nombre de kilomètres de lignes, de bus, de trams de métro construits en plus, c'est très très faible. Et en plus, on s'est rendu compte que la vitesse commerciale, donc l'allure à laquelle circulent vos transports en commun, est moins rapide qu'avant. Et donc concrètement, on demande aux gens ici, si vous voulez, d'abandonner leur voiture, ce qui est une bonne idée, pourquoi pas. Mais derrière, on ne leur a pas offert d'alternatives crédibles, correctes. Et donc là, ça, c'est s'acheter une bonne conscience un peu trop facilement. Pour ça, il faut pouvoir développer un véritable plan de mobilité et ne pas punir les gens sans leur offrir en réalité une véritable alternative. C'est, je dirais, un peu ce que Good Move a voulu faire, que la philosophie de base est vraiment pas mauvaise du tout, au contraire. Il y a moins de pollution, je le répète, et moins de voitures, c'est une bonne chose. Mais c'est tellement mal fait que dans les faits, ça s'applique pas, et que dans les faits, on est en train de perdre des années précieuses, aussi en termes de lutte contre, je dirais, la pollution et autres, puisque comme on n'y a pas mis de talent, la méthode, qu'on n'a pas vraiment beaucoup travaillé dedans, comme ils n'ont pas beaucoup travaillé pour faire ça bien, dans les faits, ils perdent du temps, et donc les gens ont rejeté l'idée, et donc on va devoir réinventer un nouvel système, perdre encore plus de temps. Je suis sûr que vous voyagez beaucoup, du moins je l'espère, vous avez certainement été, je sais pas moi, à Bordeaux, à Londres, à Nice, vous connaissez, ou Lille, pas très très loin, Madrid, Barcelone. Quand vous allez là-bas, quand vous faites un city trip, j'espère que vous en faites, est-ce que, lorsque vous sortez de votre hôtel, vous réfléchissez à où trouver une voiture pour vous déplacer d'un point A à un point B? Je pense que non. Je pense qu'un des premiers éléments que vous voulez obtenir, c'est avoir une carte du métro, par exemple, une carte des bus, une carte des trains, parce que naturellement, vous savez qu'il y a une offre suffisamment importante que vous puissiez vous balader et vous déplacer et visiter la ville facilement en transport en commun. À Bruxelles, malheureusement, ça n'est pas du tout le réflexe parce que l'alternative, l'offre n'est pas, à mon sens, encore suffisamment puissante. On le voit, à Madrid, vous savez, ils ont pu développer presque plus de 100 kilomètres de lignes de métro en une dizaine d'années. À Bruxelles, ici, ça fait 10 ans qu'ils sont butés sur à peu près 100 mètres, pas très loin d'ici, parce que je vous parle ici du Parlement bruxellois. Et donc, ce plan Good Living, on le voit pour le moment, il est ce qu'on appelle à la concertation, c'est-à-dire que on vous a demandé à vous jusque fin janvier ce que vous en pensiez. On a demandé aussi évidemment à tous ceux qui sont experts en la matière ce qu'ils en pensaient. Et là maintenant, on est en train de demander aux communes, qui vont être amenées à remettre ou pas toute une série de permis, ce qu'elles en pensent. Jusqu'à présent, j'ai pas encore trouvé grand monde. En fait, je crois que j'ai trouvé personne qui trouvait le plan bon. J'ai même trouvé personne qui disait OK, on peut y aller pour autant que. Non, tout le monde le rejette, ce plan. Ce qui est toujours un peu sympathique, ça c'est un peu de politique, c'est que vous avez même, si vous voulez, des personnes qui sont au gouvernement, qui sont qui font partie des partis qui forment le gouvernement bruxellois, qui portent donc ce projet de Good Living, qui l'acceptent donc au gouvernement, mais quand on leur demande leur avis dans la commune où ils sont, où ils siègent, peut-être comme bourgmestre faisant fonction, ou comme conseiller communal, peu importe, là, ils le rejettent, parce qu'ils se rendent bien compte que là, les gens, dans l'électorat local, sont pas trop d'accord, mais pourtant, ils l'ont accepté un peu plus haut. Donc, c'est quand même un tout petit peu étrange, mais ça, c'est la politique, on m'a-t-on expliqué. Je vais essayer de, moi, ne pas agir de la même manière. Mais donc, tout ça pour vous dire que si nous, les libéraux, on revient au pouvoir en 2024, donc les élections, c'est l'an prochain, au mois de mai, on n'est plus au pouvoir à Bruxelles depuis bientôt 20 ans. On demandera tout de suite si ce plan est finalement bel et bien voté, parce que pour le moment, il n'est pas encore, c'est vrai, voté définitivement, c'est complexe, mais c'est le cas. Alors nous, on demandera son annulation, ce plan, et sa révision rapide. Parce que l'idée, c'est de ne pas recommencer pendant 3-4 ans à réfléchir à ce qu'il faudrait faire. On sait ce qu'il faut faire. On sait, vous demandez aux experts, ils ont tous remis ici des avis, c'est l'avantage de ce plan Good Living, et derrière, transpire tout ce qu'il faudrait en réalité pouvoir faire pour que Bruxelles soit beaucoup plus efficace en termes de délivrance de permis, en termes du coup de création d'emplois, de création de richesses, en termes aussi de lutte contre le réchauffement climatique où on sait que c'est important à Bruxelles. Malheureusement, le plan Good Living, c'est goodbye pour nous. Un deuxième sujet d'actualité que j'aurais voulu pouvoir aborder avec vous, c'est le stade de l'Union Saint-Gilloise. Je suis sûr que vous êtes devenus, tout comme moi, des fans de l'Union Saint-Gilloise. Moi, je dois reconnaître, je viens de Sclessin. En réalité, ma grand-mère habitait Sclessin, derrière les Hauts-Fourneaux. Et donc, c'est vrai, j'ai plutôt toujours été un grand fan du Standard. Et comme je fais de la politique à Bruxelles, un jour je me suis dit je dois quand même aller voir un peu tous ces matchs de l'Union Saint-Gilloise il y a 2 ans, quand ça devenait vraiment la grande mode. Voilà, je reconnais, j'y étais au début par opportunisme. Et en fait, très vite, je suis tombé dingue amoureux en fait de ce club où c'est vrai qu'il y a une ambiance exceptionnelle. C'est aussi une belle histoire, un club qui a failli disparaître puis qui progressivement prétend, pourquoi pas, devenir champion ou remporter la coupe. Donc je veux dire, c'est vrai que c'est hyper enthousiasmant. Et donc là maintenant,
j'ai pris un abonnement et j'essaye d'y aller un peu plus régulièrement qu'avant. Et je me dis, waouh, c'est une super opportunité d'avoir comme ça un club qui se développe à ce point. Et surtout, d'avoir un patron de ce club qui est anglais, qui a développé le club de Brighton. Alors, je vais souvent à Brighton, donc je connais bien. Ils ont développé là-bas un énorme stade qui est magnifique, en bordure, c'est vrai, de Brighton, qui draine pratiquement l'ensemble de la ville tous les week-ends. Et c'est un chouette moment de fête. Et vous avez un gars là qui, voilà, il a beaucoup d'argent et tout ce qui touche, ça devient de l'or, et qui a racheté l'Union Saint-Gilloise et dit, voyant que le stade devenait trop petit, moi je suis prêt à investir une somme quand même assez considérable pour pouvoir développer un nouveau stade. Alors un nouveau stade, c'est quoi? C'est une plus grande fête, c'est une nouvelle fête, mais c'est aussi toute une activité économique derrière, c'est des emplois qui se créent, et puis c'est chouette d'avoir du football et de la fête autour dans un grand quartier. Derrière ça, on voit que pour pouvoir une nouvelle fois obtenir ce stade, il faut un permis. Donc on y revient. Il faut toujours, in fine, quelqu'un qui délivre un permis, c'est une bonne chose. Et là, malheureusement, on se rend compte que la commune de Forêt, qui est amenée à devoir ou pas accepter que un stade se développe sur son territoire, un endroit bien défini, refuse la délivrance du permis. Alors, ils font croire qu'ils veulent quand même bien accepter de discuter, mais dans les faits, ça fait quand même un certain nombre, presque d'années, qu'on discute de ce stade, en tout cas de nombreux mois. Et comme toujours à Bruxelles, ça prend un temps beaucoup trop long, avec la grosse crainte que vous vous retrouvez avec cet investisseur anglais qui disent, puisque c'est comme ça, soit je fais pas mon stade, soit je le fais, mais en dehors. Pourquoi pas en dehors de Bruxelles même, ce qui serait quand même profondément dommage. Ne juste pour Bruxelles, mais aussi l'image qui est derrière, qui est véhiculée, serait profondément injuste. Alors, une bonne chose, parce que je crois que je dois pouvoir aussi dire quand c'est bien, c'est que là, derrière ça, voyant que la commune ne réagissait pas, le ministre-président et le ministre justement de l'urbanisme ont dit on va récupérer le dossier et on va nous-mêmes voir un peu comment on peut faire. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose de leur part, même s'ils sont pas de mon parti, mais j'espère en tout cas qu'ils seront plus rapides que sur d'autres dossiers, que rapidement ils vont pouvoir rassurer à la fois les fans de l'Union, mais aussi l'investisseur que oui, on va trouver une solution et que oui, on pourra avoir enfin un nouveau stade qui se développe un peu plus rapidement que celui du Heysel, mais j'en parlerai une autre fois. Peut-être un troisième sujet d'actualité, si vous voulez, c'est la friche Josaphat. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la friche Josaphat pour ceux qui habitent pas Schaerbeek ou Evere? Tapez sur Google friche Josaphat, ça vaut vraiment la peine. Et là, vous vous rendez compte qu'en plein milieu de Bruxelles, pratiquement, vous avez un énorme espace vert, assez gigantesque, traversé en partie par le train, complètement inhabité. C'est devenu une friche d'ailleurs, c'est le principe d'une friche. Et donc, qui dit friche, qui dit espace vert, vous avez deux interprétations quand vous habitez dans une grande ville comme Bruxelles, lorsque vous avez un espace comme celui-là. Soit vous vous dites, super, c'est un lieu vert que l'on va pouvoir développer, maintenir, préserver, entretenir, pour que Bruxelles respire quand même un peu, qu'il y ait un peu de poumon, qu'il y ait un peu de poumon au sein d'une ville qui est déjà beaucoup trop polluée, on le sait. L'autre interprétation, c'est de dire, super, on a un espace vert, donc on peut mettre du béton, on va mettre des buildings et on va y mettre des logements, souvent sociaux d'ailleurs, mais pas que, sur un espace vert. Nous, depuis le début, on estime que à Bruxelles, la priorité, elle est dans la rénovation des nombreux logements et nombreux immeubles qui sont inhabités, qui sont inutilisés, et peut-être, alors c'est vrai, dans le fait de détecter certains endroits inhabités, peut-être parfois un peu en bordure de Bruxelles, où là, si on doit construire, on peut construire, et puis des endroits qui sont inutilisés et qui devraient l'être depuis longtemps, comme par exemple, je suis sûr que vous le connaissez, la gare du Midi, où on sait que là, autour de la gare du Midi, vous avez un projet qui existe de réhabiliter tout le pourtour de la gare du Midi pour y faire quelque chose qui a un peu de gueule. Avec, c'est vrai, des bureaux, mais aussi du logement, tout type de logement. Imaginez-vous maintenant, je prends souvent cet exemple-là, vous êtes londonien, vous prenez votre petite valise avec un peu d'argent parce que vous voulez investir dans la capitale de l'Europe qui est Bruxelles, vous prenez le train, vous arrivez à la gare du Midi, vous sortez de votre train, vous êtes dans la gare, vous sortez de la gare, vous voyez ce qui est autour de vous, vous rentrez dans la gare, puis vous rentrez dans le train, et puis vous retournez à Londres. Vous investissez pas à Bruxelles, vous n'allez pas plus loin, tellement c'est moche, tellement ça n'a pas été exploité. Au lieu d'aller vouloir construire comme certains le voudraient
par exemple sur la friche Josaphat et de tout bétoniser, pourquoi est-ce qu'ils ne se concentrent pas d'abord sur ce genre d'espace? Mais il y a des autres endroits, bien entendu, pour refaire du beau, pour redonner de la qualité dans toute une série d'endroits à Bruxelles. Malheureusement, ça a été beaucoup trop délaissé. Et c'est pour le moment, je dirais, un point d'actualité qui secoue le gouvernement bruxellois, d'où nous ne sommes plus depuis 20 ans, j'aime le répéter quand même régulièrement. Vous avez d'un côté, socialistes en l'occurrence, qui veulent construire du logement, et de l'autre, les écolos qui se sont réveillés et qui ont trouvé que ce que le maire défend depuis longtemps, à savoir, attention, il faut préserver les espaces verts à Bruxelles, et en tout cas, si vous voulez faire quelque chose, il faut le faire de manière extrêmement intelligente. Et il faut bien étudier s'il n'y a pas eu d'autres possibilités avant. Ne pas choisir la facilité, ne pas choisir la paresse, mais au contraire, choisir vraiment, tenter l'intelligence, de travail de fond. Et là, les écolos, dans les élections, ont dit, finalement, nous, on ne veut pas construire. Et le PS dit, on va construire. Et donc, ils sont en train de se disputer là-dessus. Certains veulent passer en force, d'autres pas. Nous, en tout cas, on sera du côté de la préservation, quand même, un maximum d'espace vert et de tenter d'arrêter de faire de la politique sur le peu d'espace vert qui reste à Bruxelles. Vous savez, il y a la même dynamique qui est en cours par rapport au champ d'Écailles, par exemple, à Boisfort, pour ceux qui connaissent. Petit espace comme ça, au milieu de Boisfort, qui connaît déjà beaucoup de nouvelles constructions tout autour, de rénovations tout autour, c'est une bonne chose. Et le peu d'espace vert qui reste, on voudrait encore y construire du logement en l'occurrence. Il faut bien réfléchir. Parce que vous savez, et je voudrais parler de logement, et puis je terminerai par là. On me dit à Bruxelles, il faut plus de logements, et il faut plus de logements sociaux. Deux éléments. Le premier, plus de logements sociaux. Je trouve que non. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, ce qu'il faut davantage, c'est développer ce qu'on appelle des AIS ou de l'allocation loyer. C'est-à-dire, ces deux outils qui permettent à celles et ceux qui ont besoin, en effet, de payer un loyer moindre, parce qu'ils ont moins de revenus, parce qu'ils sont dans les difficultés, de permettre de payer ce loyer moindre en développant les AIS ou l'allocation loyer. C'est quoi? AIS, c'est quelqu'un qui est propriétaire d'un logement et qui le met en gestion à ce qu'on a dit une AIS. Et alors l'AIS, ce qu'elle fait, c'est que elle le propose à des personnes qui sont dans les difficultés et elle garantit au propriétaire un revenu locatif tous les mois, qu'il y ait quelqu'un dedans ou pas. Peut-être un peu moindre que s'il avait mis sur le marché privé, mais au moins il y a une garantie de revenus. Et l'allocation loyer, c'est de dire, ben voilà, vous avez droit normalement à un logement social parce que vos revenus sont très très faibles, vous n'en trouvez pas logement social parce que tout est full. Mais alors, ce que nous allons faire, c'est qu'au lieu d'investir dans la construction de logements, cet argent, en quelque sorte, on va l'investir dans un complément mensuel. Alors, ça ne doit pas être à vie, parce que l'idée d'un logement social, c'est que à un moment donné, vous puissiez en sortir, vous puissiez vous émanciper, trouver un travail ou Dieu sait quoi, mais au moins, vous avez directement cette possibilité d'avoir, en tout cas, un loyer qui est diminué. Mais à la place, ce que le gouvernement veut faire, c'est construire du logement, là où il reste un peu d'espace vert, et en sachant que la construction de logement, ça prend des années à Bruxelles. On revient à la délivrance de permis dont je vous parlais au tout début, c'est toujours le même problème, et donc c'est faire croire aux gens qu'on va leur offrir un logement social, mais en réalité, moi, il y a des endroits où on me parle de la construction de logements sociaux depuis 10 ans. Dans les faits, les gens attendent toujours, et donc on voit bien que c'est probablement plus idéologique. L'idée, c'est de ne pas permettre à des propriétaires privés d'être ceux qui en fait offrent des logements justement sociaux ou du logement abordable à ceux qui en ont besoin, c'est très idéologique ça, et à la place construire là où justement on devrait peut-être garder un tout petit peu plus de poumons à Bruxelles. Voilà. Ici, 3-4 éléments d'actualité de cette semaine-ci. Donc, on le voit, ça c'est mon job, en fait, ici au Parlement, avec des tas d'autres éléments parfois plus techniques, plus de détails, mais je pense que on aura l'occasion d'y revenir. C'est de pouvoir analyser tout ce qui se passe sur nos 19 petites ou grandes communes. Il se passe beaucoup de choses. Mais j'y crois parce que, vous savez, si vous développez plus de logements abordables, mais aussi si vous créez plus d'emplois, si vous créez une meilleure économie. Bruxelles, c'est une des régions qui a les taux d'emploi les plus faibles d'Europe. Si vous donnez envie aux entreprises de rester à Bruxelles et de créer de l'emploi, l'an passé, c'est 3000 entreprises qui ont quitté Bruxelles, alors vous faites en sorte que tout Bruxelles va mieux. Et si tout Bruxelles va mieux, j'ai la faiblesse de croire que c'est la Belgique, en fait, qui derrière y gagne. Si la Belgique va bien, je veux même aller jusque à dire que peut-être c'est l'Europe qui gagne aussi un peu, parce qu'on est quand même un des pères fondateurs de cette belle chose qu'est l'Europe, ça. En tout cas, je le pense. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très chouette. J'ai beaucoup de chance de faire de la politique à Bruxelles, de m'investir à ce point. Et si vous me faites confiance dans les prochains mois et surtout l'année prochaine, j'espère que tout ce que je vous ai expliqué ici, que nous, on ferait à la place du gouvernement actuel, on pourra le faire parce que vous nous aurez donné votre confiance dont on a terriblement besoin à Bruxelles depuis trop longtemps. Merci de m'avoir écouté et regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à regarder tous les autres contenus sur mes réseaux sociaux.